cours de ce webinaire, nous verrons comment se préparer avant une activité. Ensuite, nous verrons comment utiliser la trame d'animation pendant une activité, ce qui m'amènera à parler plus en détail des outils mis à votre disposition pour faciliter votre travail. Enfin, nous verrons comment il est possible de personnaliser une trame d'animation et nous ferons quelques recommandations de bonnes pratiques autour des enjeux d'accessibilité au numérique. Avant d'aller plus loin, voici un visuel pour vous permettre de vous situer dans notre programme d'accompagnement pro. Comme vous pouvez le constater, notre programme se divise en 4 pôles. Les webinaires pro. Ici, c'est une introduction aux enjeux de littératie numérique, à l'accompagnement et la facilitation à la littératie numérique, ainsi qu'à l'appropriation des ressources et des outils en ligne. C'est un peu la phase de sensibilisation à la littératie numérique, ses enjeux, ses pistes de réflexion et les bonnes pratiques à mettre en place. Les outils en ligne. Quand nous parlons des outils en ligne, nous faisons référence aux ressources pour animer nos activités thématiques, donc les diapositives, les cours interactifs, les scripts ainsi que les trames d'animation, et les outils de la trousse de départ, donc tous les outils que nous avons développés pour faciliter votre travail. Les événements alphanumériques. L'objectif est de favoriser l'échange et le partage entre les différentes personnes de la communauté afin de bonifier localement la démarche d'inclusion numérique proposée par le projet. Les séances d'accompagnement en observation. Nous vous invitons à venir observer les techniques d'animation employées par l'équipe du projet Alphanumérique lors d'un atelier offert au public. Après la séance, discutez des enjeux d'accompagnement en littératie numérique avec 2 personnes de notre équipe. Les séances d'accompagnement en action. Nous vous invitons à venir discuter de vos compétences en animation. En groupe, vous analysez une situation vécue par des membres de l'équipe alphanumérique en visionnant l'extrait d'un atelier en ligne, sous l'angle de 2 thématiques, animer, communiquer et adapter, guider. Et enfin, la communauté de pratique. Afin d'améliorer l'offre d'accompagnement des professionnels proposée par Alphanumérique dans une approche fédératrice et collaborative, nous créons un espace de partage d'expertise et d'échange entre les différents acteurs et actrices de la littératie numérique. Rejoignez-nous dès maintenant dans la section communauté de pratique de notre site web. Nos objectifs ici sont de créer des connexions pérennes et favoriser l'interaction entre les acteurs et actrices de la littératie numérique, fédérer les savoirs autour de l'animation d'ateliers en littératie numérique et d'améliorer les pratiques en matière de littératie numérique. Commençons par une courte explication du vocabulaire utilisé dans le cadre du projet. Les pros. Ici, cela désigne toute personne qui organise et facilite des activités en littératie numérique ou qui souhaite le faire dans son milieu. On parle ici à la fois du personnel des bibliothèques, des organismes communautaires, ainsi que de l'ensemble des bénévoles. Activités en présentiel. C'est ce qui était prévu avant la pandémie. On parle ici des activités de base sur l'utilisation d'un ordinateur, d'une souris, d'un clavier et bien plus encore. Le vocabulaire associé ici est la trame d'animation et le cours interactif, tous deux disponibles sur notre site web. Nous en parlerons un peu plus tard dans la seconde partie de ce webinaire. Activités en ligne sur Zoom. Ici, c'est notre réponse à la situation pandémique pour nous permettre de rejoindre le plus de personnes possible. Le niveau de ces activités est plus élevé que celui des activités de base proposées en présentiel. Le vocabulaire associé ici est le script, les diapositives et les outils pour activités sur Zoom. Eux également sont disponibles sur notre site web. Voici ce que vous pouvez d'ores et déjà faire si vous souhaitez vous approprier nos ressources et outils. Prendre le temps de consulter les différentes activités offertes par le projet. De prendre connaissance des outils de la trousse de départ. D'assister à une de nos séances d'accompagnement en observation. Ou bien d'assister à une de nos séances d'accompagnement en action. Vous pouvez également utiliser nos cours interactifs jumelés à leur trame d'animation disponibles sur notre site web. Alors, j'ai une activité de prévue demain dans une bibliothèque ou l'espace d'un organisme communautaire. Qu'est-ce que je dois prendre en considération et comment me préparer à donner mon activité ?
Je vais déjà consulter la trame d'animation ou bien le script de l'atelier programmé pour me rafraîchir la mémoire. J'en profite pour me poser certaines questions pour mieux cadrer l'objectif de l'atelier. Quelles personnes vais-je former? Est-ce qu'elles vont être des personnes aînées en perte cognitive ou non, des personnes vivant avec une situation de handicap? Est-ce qu'elles ont les compétences de base acquises? En fonction de cela, mon approche ne sera pas la même. Par exemple, si j'accompagne une personne qui vit sur le spectre du trouble de l'autisme, j'éviterai de faire des analogies, des métaphores ou toute autre formulation abstraite. Si j'accompagne une personne qui a peur pour sa sécurité en ligne, alors je vais choisir mon vocabulaire et les couches de complexité à explorer avec précaution pour ne pas amplifier certaines craintes. Dans quel objectif? Les personnes participantes veulent apprendre à utiliser le livre numérique, faire des appels avec leur famille, stocker leurs photos, connaître les intérêts des participantes, va me permettre de faire des mises en situation, des exercices liés à leur habitude de vie et de consommation. Cela favorise l'intérêt et la rétention de l'information. Par exemple, pour l'activité du menu des réglages sur l'iPad, si les personnes participantes sont uniquement intéressées à aller sur YouTube pour des vidéos d'achat, eh bien je transposerai l'idée de paramétrer sa tablette avec le paramétrage de son compte YouTube. Je pourrais aussi montrer d'autres paramètres du menu des réglages de l'iPad, comme la luminosité, le son, les contrastes et les réglages d'un appareil auditif ou de l'AirPlay. Quel est leur niveau numérique? Savoir le niveau numérique permet d'adapter la complexité du cours. Pour les organismes communautaires, la question est moins complexe car on retrouve des gens unis autour de mêmes enjeux ou besoins, alors que pour une bibliothèque, il y a une trop grande variabilité de niveau au sein d'un même groupe. Dans la mesure du possible, je vais faire un petit sondage au début de l'activité pour valider la compréhension du vocabulaire qui sera employé et en apprendre un peu plus sur leurs habitudes et besoins. Dans tous les cas, quand je le juge nécessaire, je n'hésite pas à diviser mon activité en 2 voire 3 activités et à adapter mon vocabulaire. Quelles contraintes logistiques? Est-ce que je dispose d'assez de matériel, d'une connexion Internet stable, d'un espace adapté à la situation pandémique, mais aussi à assez de ressources humaines? L'espace possède-t-il de matériel informatique adéquat ou est-ce que les personnes participantes devront amener leur propre matériel? Et est-ce que certaines de ces personnes auront besoin d'adaptations spécifiques dans la manière qu'elles accèdent aux cours et aux ressources? Je pourrais également mettre à disposition des personnes participantes des paires de lunettes au cas où elles auraient oublié les leurs ou bien mettre des supports pour tablettes pour les personnes aînées. D'autres ajustements sont possibles comme la sensibilité de la souris ou bien ajuster la luminosité et les contrastes des appareils. Avant toute chose, posez-vous les questions suivantes. Comment peut fonctionner mon ordinateur si je ne peux pas le voir, le toucher ou bien le déplacer? Adapter les ressources, c'est aussi faire en sorte de rendre le matériel et les services accessibles. Nous vous recommandons de tenir compte des handicaps visuels, auditifs, moteurs et cognitifs. Vous pouvez consulter des ressources sur les enjeux d'accessibilité en littératie numérique. Avec la pandémie, nous avons toutes et tous été confrontés à ces enjeux et Atalant, l'INCA et iView sont des ressources intéressantes si vous souhaitez vous sensibiliser. Par exemple, dans le cas de personnes daltoniennes, je vais penser à vérifier que l'information puisse être comprise. La figure 1 montrée à l'écran montre ce que voit une personne non daltonienne et la figure 2 ce que voit une personne daltonienne. La troisième figure nous montre qu'un simple travail de mise en forme permet de rendre l'information accessible à toutes et à tous. Une fois que j'ai cadré l'objectif de l'activité, je vais consulter les outils de la trousse de départ, section avant une activité. Ces documents ne sont pas à utiliser en tant que tels pendant une activité, mais à internaliser pour intégrer les différentes recommandations qui y sont faites dans son travail. Dans cette logique, plus je m'approprie les procédures proposées, moins j'ai besoin de consulter cette documentation. Le diagnostic du profil participant. Les questions posées par les personnes participantes peuvent mener à des discussions et même éclaircir sur leur profil. Je peux donc m'aider de l'outil diagnostic du profil participant pour faciliter les périodes de questions qui offrent ainsi une procédure pour de l'évaluation détournée. Je peux utiliser cet outil pour m'aider à évaluer le niveau de compréhension, le niveau technique de mes participants.
Cet outil utilise les 8 composantes identifiées par le Dr Doug Belchaud et elles correspondent à l'ensemble de la vie numérique d'un individu. Ici, on parle des composantes culturelles, cognitives, constructives, communicatives, de confiance, créatives, critiques et civiques. L'idée ici est de nuancer mes interprétations afin de ne pas passer à côté de la question d'une personne participante. L'assurance, la formulation et le vocabulaire sont les 3 critères utilisés comme indicateurs et sont liés aux compétences en littératie numérique identifiées par le Dr Doug Belchaud. Voici quelques recommandations. Reformulez la question en vos mots pour vérifier que vous avez bien compris. Demandez à la personne de définir certains termes. Verbalisez ce que vous croyez être l'intention derrière la question. Assurez-vous que vous voyez la même chose que la personne. Donc, est-ce que c'est un ordinateur Mac ou bien PC, une tablette iPad ou bien Android? Et bien sûr, nuancez votre interprétation de la question pour ne pas passer à côté des réels besoins de la personne accompagnée. Le code de conduite est la procédure, litige ou non-respect du code de conduite. Je vais consulter ces 2 documents pour savoir d'avance quoi faire en cas de problème avec une ou plusieurs personnes. Ces documents ont été rédigés pour accompagner une ou plusieurs membres de la communauté alphanumérique au cas où un conflit ou autre débordement devrait survenir lors d'une activité. Ces documents peuvent servir de modèle de base pour créer votre propre documentation. La liste à cocher, celle-ci permet de ne rien oublier et d'enlever un stress avant de commencer. Elle est à ajuster en fonction de votre propre milieu et de vos besoins. Ensuite, je prépare mon matériel. Je m'assure donc d'avoir une connexion Internet fonctionnelle ainsi qu'un appareil pour chaque personne participante. Puis je branche mon ordinateur à un vidéoprojecteur et à un système son si nécessaire. Une fois le tout branché, je fais un test pour m'assurer que le tout fonctionne bien. Au niveau de l'installation du vidéoprojecteur, je m'assure d'avoir le bon type de connexion. S'agit-il d'une connexion HDMI, d'une connexion VGA, d'une connexion RCA ou bien d'une connexion composite? En fonction de cela, prenez l'adaptateur adéquat. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de vidéoprojecteur pour utiliser les ressources alphanumériques ou bien qu'une des personnes participantes ne possède pas son matériel? Dans un cas comme dans l'autre, je peux tout de même attitrer mes participants à un poste informatique. Puis je vais ouvrir sur chacun de ces postes le cours interactif ou tout autre élément pertinent à utiliser pendant l'activité. Dernière étape, je prépare ma salle. Dans la mesure du possible, je vais favoriser les salles où les tables et les chaises sont faciles à déplacer pour passer facilement d'une approche en grand groupe à une approche en sous-groupe. Par exemple, une formation en U se prête bien pour une activité comme identifier le cyberharcèlement, car cette disposition permet le débat de groupe, le travail en binôme et la circulation de la personne qui facilite l'activité. Alors qu'une activité comme reconnaître et se protéger de l'hameçonnage serait plus appropriée pour une formation en îlot, car celle-ci permet une pédagogie active et permet le travail d'équipe, ce qui est idéal pour travailler sur des études de cas. S'approprier du contenu pédagogique, c'est aussi cela. Identifier quel serait le climat d'apprentissage idéal en fonction du contenu de l'activité présentée et en fonction de l'interaction recherchée avec les personnes participantes. Durant une activité, je vais m'aider de la trame d'animation et du cours interactif à projeter, ou bien des diapositives avec le script intégré. La trame d'animation est le support qui va me servir pendant la tenue de l'atelier afin de faciliter la transmission et l'assimilation de l'information. Elle s'utilise de pair avec le cours interactif pour accompagner les publics. La trame d'animation, c'est l'équivalent de mon plan de cours. Je vais y trouver des guidances de durée pour les exercices, des exemples d'activités et d'autres astuces. Et en plus de cela, elle est simple d'utilisation. Sachez qu'un gros travail d'uniformisation de nos scripts et diapositives pour activités sur Zoom a été fait. Vous pouvez d'ores et déjà accéder à ce matériel depuis le site web pour faciliter ces activités dans vos milieux. Donc peu de temps avant le début de mon cours, je vais imprimer la trame d'animation ainsi qu'une fiche résumée pour chaque participant et participante. Je distribuerai cette dernière en fin d'activité. Ensuite, j'ouvre le cours interactif sur ordinateur pour projeter ou bien sur les ordinateurs des personnes présentes. Partie théorique d'une activité, je vais proposer un tour de table ou tout simplement demander de lever la main pour les personnes qui souhaiteraient prendre la parole.
Par exemple, dans l'atelier sur la souris, en début d'activité, j'interpelle les personnes présentes en leur demandant à quoi leur sert leur main dans la vie de tous les jours. J'en profite pour faire la comparaison avec la souris. C'est un bon moyen pour valider la compréhension du vocabulaire qui sera utilisé durant toute l'activité. Pour une activité sur l'ordinateur, je pourrais aussi demander, selon eux et leurs expériences, à quoi peut bien servir un ordinateur. Prenez le temps de rassurer les personnes présentes durant cette partie de l'activité car il peut y avoir beaucoup d'informations et je leur précise que le temps nécessaire sera pris pour faciliter le processus d'apprentissage. Et si j'estime que mon groupe peut vivre de l'inconfort face à la charge informationnelle, je divise l'activité en 2 voire 3 activités. Quand ce n'est pas possible de savoir cela d'avance, je vais rester attentif au décrochage des participants et des participantes et prendre le temps que l'élément en cours est assimilé avant de passer au suivant. Si je n'ai pas le temps de faire l'ensemble du cours, alors j'invite les personnes présentes à assister autant de fois qu'il faudra à la même activité. Dans la partie pratique d'une activité, je laisse les personnes participantes passer d'un exercice à l'autre par elles-mêmes. Cela permet de pratiquer certains acquis cognitifs, comme par exemple déplacer la souris et cliquer sur le bouton suivant pour passer à une autre étape. En les voyant, je vais avoir tendance à vouloir faire l'action pour ces personnes-là. Pour une réelle rétention de l'information, elles doivent le faire par elles-mêmes. Mon rôle, en tant que facilitateur, va être d'accompagner la personne dans ce processus. Encore une fois, en la rassurant, en valorisant ses connaissances numériques et en y allant à son rythme. Je vais aussi repérer les personnes plus à l'aise et les inviter à pousser leur exploration. Cela pourrait me laisser le temps nécessaire pour accompagner là où les personnes qui en auraient plus besoin. Certains cours ont des tests à la fin, mais pas tous ces cours. Je vais donc rassurer les personnes présentes sur ces tests. Le but n'est pas de les juger eux ou leurs compétences, mais plus de les aiguiller ou bien d'aiguiller la personne accompagnatrice sur les besoins en formation supplémentaire. Une pratique intéressante pour plus de confort, c'est de transformer ces périodes de test en jeux pour effectuer le suivi des apprentissages. Finalement, rien de mieux que de proposer des exemples concrets et adaptés aux personnes présentes pour les encourager et assurer la motivation. Nos activités sont également classées par niveau de compétence, soit débutant et initié. Le premier sous-entend que la personne ne possède pas les codes culturels pour appréhender, comprendre et circuler dans l'espace numérique. À l'inverse, une personne initiée a déjà acquis certains de ces éléments, elle pourra donc facilement faire la différence entre un bureau numérique et un bureau physique par exemple. Je vais donc prêter attention au niveau des personnes présentes afin d'ajuster mon approche en conséquence. Par exemple, je ne vais pas aborder des sujets comme les conditions générales d'utilisation ou bien les algorithmes si mon groupe débute sur l'ordinateur ou bien sur la tablette. Je vais d'abord m'assurer que ces personnes comprennent l'utilisation et le fonctionnement de ces appareils, puis étape par étape, je vais élargir le niveau de compréhension et de difficulté. Dans les groupes où la variabilité de niveau est trop grande, je vais inciter les personnes les plus à l'aise avec la matière à accompagner celles les moins confortables. Cela permet de valider et de valoriser leurs apprentissages et de valoriser leur capacité à transmettre des savoirs. Certaines d'entre elles peuvent avoir fait carrière dans un champ d'expertise numérique, par exemple responsable de la sécurité chez Microsoft, et pourraient apporter ou éclaircir certains éléments de réponse. Pendant les phases d'interaction avec les personnes participantes, je vais les inciter à prendre part activement aux discussions avec des sondages ou des questions ouvertes. Je leur pose des questions sur leurs habitudes, leurs projets, leurs expériences de vie avec les technologies de l'information et des communications. Des fois, il se peut qu'un groupe soit moins réactif. Dans ces moments, je valorise ma vulnérabilité en partageant mes propres expériences avec les technologies de l'information et des communications. Cela peut aider à ouvrir les discussions. Je vais prendre le temps de passer la parole. Pour ce faire, en début de l'atelier, je vais définir les règles pour la prise de parole. Je vais donc proposer une longueur, soit une phrase, une minute ou une autre façon, ainsi qu'une méthode, la main levée, spontanée ou contact dans le chat. Je vais également m'assurer de constamment ou le plus souvent possible donner le sentiment à une personne présente d'avoir apporté quelque chose à l'activité pour lui faire prendre conscience de ses connaissances et compétences et ainsi susciter la parole et encourager le dialogue sur ses habitudes. Me dédouaner car je ne suis pas une personne experte. Je vais donc inviter les personnes présentes à explorer par elles-mêmes et à faire des recherches. Je vais mentionner mes sources à l'aide de la bibliographie alphanumérique pour montrer que les connaissances viennent de recherche. Donc si vous êtes amené à chercher une information durant votre séance, nous vous recommandons de montrer vos démarches. Et enfin, je synthétise et reformule mes propos afin d'adapter ma formulation en fonction du niveau des personnes présentes. On peut dans un premier temps donner l'information telle qu'elle, les plus confortables seront satisfaits.
Je vais ensuite répéter et vulgariser la même formulation en utilisant des analogies et des métaphores. Ainsi, je vais rejoindre les personnes qui n'auraient pas compris la première fois. Une façon d'orienter les discussions entre les personnes présentes et moi-même, ça va être de poser des questions réflexives. Celle-ci permet à la personne apprenante à développer son esprit critique et à déterminer ses besoins d'apprentissage en fonction de ses habitudes de vie et de consommation. Nous vous recommandons de valoriser et de favoriser la pratique autoréflexive. Par exemple, suite à vos apprentissages, que feriez-vous différemment? Vous pouvez également demander de la rétroaction. Par exemple, ce cours a-t-il été pertinent par rapport à vos besoins? Nous vous recommandons également d'inviter la personne à réfléchir à ses besoins à court et moyen terme. Par exemple, que pensez-vous avoir besoin pour répondre à l'usage que vous faites des technologies? Voici les outils qui peuvent maintenant vous aider lors d'une activité. Alors la grille d'observation. Celle-ci va permettre de prendre des notes rapidement pour ensuite pouvoir mettre cela au bon endroit dans le journal d'apprentissage. Le même modèle peut être utilisé à la fois pour les séances d'accompagnement en observation et en action. Il reste divisé selon la même logique. Les bons coups à souligner, à se rappeler, écrivez ici là où les compétences identifiées et concernées lors de la prise de notes. Je voudrais qu'on en discute. Décrivez ici tous les éléments observables qui seraient sujets à discussion, incompris ou perçus comme problématiques. J'ai une proposition à faire. Si un ou plusieurs éléments observés font émerger en vous des pistes de réflexion, voire même des solutions pour répondre à certains besoins de vos participantes, à développer dans le journal d'apprentissage, ici vous pouvez répertorier les éléments observables qui répondent à vos objectifs d'apprentissage en tant que facilitateur-facilitatrice. C'est aussi l'espace pour inscrire tout élément qui apporte des trucs et astuces et qui alimente la réflexion sur sa pratique. Les boutons d'action sur l'iPad et Android. C'est parfois possible de vouloir aller plus loin lors d'une activité sur tablette ou qu'une question dépasse le cadre de l'activité. Cet outil vous permet de comprendre d'autres fonctions qui ne sont pas vues dans l'atelier. Il est aussi possible de prendre des sections et de partir de ça pour créer des exercices supplémentaires. La bibliographie alphanumérique. Ici, nous vous présentons les différentes sources qui ont été utilisées pour la conception de nos activités en ligne. Cette bibliographie constitue une base de données avec des suggestions de lecture et de reportages à visionner pour vous soutenir dans la compréhension des enjeux du web participatif. Cette bibliographie peut être utile lorsqu'une personne souhaite en apprendre plus ou pose des questions qui dérivent de l'activité. L'inviter à consulter telle ou telle source. Répertoire des activités alphanumériques. Ce document recense l'ensemble de l'offre alphanumérique. Vous trouverez donc ici la liste des cours autonomes pour vos publics, des cours avec formateurs, des ressources pro pour animer ses activités dans son milieu, des formations pro ainsi que des outils promotionnels. Chacun des éléments mentionnés sont liés à un hyperlien qui vous redirige directement sur la page alphanumérique.ca de l'activité ou de la ressource concernée. Glossaire de traduction. Nous mettons ici à votre disposition une traduction français-anglais complète du menu des réglages de l'iPad et classée par ordre alphabétique. Gardez en tête que les termes peuvent varier ou même disparaître en fonction de la version logicielle et matérielle de l'iPad. Notez également que nous avons une même version disponible des réglages sur Android. Chez Alphanumérique, après une activité, nous aimons garder une trace de ce qui a été fait, s'auto-évaluer, réfléchir à notre pratique. Nous vous recommandons d'utiliser notre grille d'observation afin de faciliter ce travail. N'hésitez pas en fin d'activité à valider la pertinence des apprentissages avec les personnes présentes à l'oral pour de la rétroaction directe. Dans le cadre de l'accompagnement du personnel offert par l'équipe alphanumérique, nous mettons à votre disposition un outil d'évaluation des compétences en accompagnement en littératie numérique. Cet outil vous permet d'identifier vos aptitudes et vos freins afin de faciliter l'orientation de vos besoins en formation supplémentaire. Une fois rempli, vous verrez apparaître une liste de suggestions en fonction du nombre de en accord et de en désaccord. Vous recevez ensuite vos réponses par courriel. L'équipe alphanumérique vous propose également un journal d'apprentissage contenant une section de questions réflexives, d'une fiche analyse par compétences et d'une section commentaires. En gros, il permet de faire une analyse et un bilan de vos compétences et est à utiliser de pair avec la grille d'observation. Vous avez le choix de l'utiliser ou non, ainsi que de l'utiliser en ligne ou bien la version papier en imprimant. Chacune des fiches analyses mentionnées plus haut sont à remplir selon les informations entrées dans la grille d'observation mise à votre disposition. Pour faciliter l'organisation de vos réflexions, chacune des compétences est ici découpée selon la logique suivante. À garder en tête, objectif d'apprentissage, ce que je sais déjà, et les apprentissages imprévus. Il s'agit d'un outil qui va de pair avec vos séances d'observation et en action, autant qu'après une de vos propres activités. Réfléchir à sa pratique, c'est l'enrichir et la développer, se poser des questions comme « qu'est-ce qui aurait pu me faciliter la vie ? Qu'est-ce qui a été un frein et quelle pourrait être la solution ? Est-ce que quelque chose a émergé et est-ce que je veux le noter ?» Parlons de l'adaptation des outils maintenant. Donc adapter une trame d'animation aux besoins des personnes participantes.
Alors, je mets tout de suite une nuance sur l'adaptation des trames d'animation, dans le sens que le cours interactif qui y est lié, lui, n'est pas adaptable. Donc, il faut garder en tête à ce que la trame d'animation fasse encore du sens avec le cours interactif à projeter. Se rendre sur le site internet Alphanumérique dans la section Pro, puis dans le dossier thématique de votre choix, sélectionnez l'atelier puis la trame d'animation personnalisable. Cela va lancer le téléchargement de la trame d'animation au format PPTX. Une fois téléchargé, ouvrir dans PowerPoint ou l'application Google Présentation. Pour personnaliser une trame d'animation dans Google Présentation, ouvrez l'application Google Présentation, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir, puis Téléverser, puis sélectionnez un fichier à partir de votre appareil. Et ensuite, cliquez sur Téléverser. La trame d'animation apparaît alors dans l'interface de Google Présentation et vous pouvez donc modifier le document en fonction de vos besoins. Pour ouvrir une trame d'animation dans PowerPoint, ouvrez l'application, puis sélectionnez Fichier, puis Ouvrir, puis sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le fichier de trame d'animation et enfin cliquez sur Ouvrir. Même chose que plus haut, le document s'ouvre et peut être modifié et ordonné en fonction de vos besoins. Les outils que nous mettons à votre disposition pour animer une activité sur Zoom sont les suivants. Le déroulé technique pour une activité en ligne. Ici, nous référençons l'ensemble des procédures utilisées par l'équipe alphanumérique lorsque nous devons animer une activité sur Zoom. Ensuite, le texte d'introduction et le texte de clôture d'une activité, ainsi que les diapositives d'introduction utilisées par l'équipe. Vous avez aussi le document survol de l'interface Zoom sur un ordinateur, une tablette iPad et une tablette Android. Cet outil est à utiliser en début d'activité pour accompagner les personnes qui auraient des besoins spécifiques sur comment utiliser leur appareil. Vous avez aussi un FAQ Zoom où nous répertorions les différents problèmes que nous avons rencontrés et bien sûr les solutions que nous avons appliquées. Un petit mot sur nos bonnes pratiques à l'intérieur de l'équipe alphanumérique. Tous les scripts ont été intégrés aux diapositives de présentation. Afin d'éviter d'avoir trop d'écran devant nous, pour à la fois voir le script et le contenu visuel, nous utilisons le mode présentateur. Cela nous permet, en partageant qu'une seule fenêtre dans Zoom, de voir à la fois le script, les diapositives et de garder le contrôle sur celles-ci. Très pratique. Pour les activités tablettes, il n'y a pas de diapositive de présentation. Il va donc falloir partager l'écran de votre tablette iPad grâce à la fonction AirPlay qui est disponible dans Zoom. Pour les tablettes Android, cette fonction n'existe pas. Il faudra donc vous connecter à la session Zoom à la fois depuis votre ordinateur et de votre tablette Android. Comme beaucoup d'informations s'affichent sur la tablette, nous aimons utiliser l'outil Annoter de Zoom car cela permet de vraiment cibler l'élément étudié. Nous aimons aussi utiliser l'auto-évaluation des apprentissages. Ça permet aux personnes participantes de réfléchir à leurs besoins futurs en formation et de stimuler leur autonomie d'apprentissage. Sur Zoom, nous aimons utiliser le sondage car il permet d'évaluer le niveau de compréhension des personnes présentes et d'évaluer leurs connaissances. Nous utilisons également les données chiffrées car cela permet de crédibiliser un propos, d'informer tout simplement et de donner des exemples de sources fiables. Pour découvrir d'autres possibilités afin de dynamiser une activité sur Zoom, nous vous invitons à vous inscrire à une de nos formations avec la CEDAF offertes dans le cadre d'un partenariat. Il s'agit des formations animées avec Zoom et concevoir un atelier interactif. Merci et à bientôt.